Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, F24, c'est un éditeur de logiciels de notification d'urgence et de gestion de crise. Donc, nous accompagnons nos clients français et internationaux depuis près de 25 ans maintenant. Et donc, fort de cette expérience de quart de siècle, nous avons noté 10 piliers essentiels pour gérer les crises et nous vous les partageons aujourd'hui. Donc, je vais laisser mes collègues se présenter. Bonjour. Bonjour. Donc, moi, je suis Pierre Guillemin, donc je suis en charge du développement commercial au sein de F24 et co-animateur aujourd'hui de la présentation des piliers de gestion de crise efficace. Alors, et pour ma part, du coup, comme Pierre, je suis en charge du développement commercial pour le groupe F24 et on va vous présenter du coup les piliers, on va dire, importants pour pouvoir gérer une crise efficacement. On essaie d'accepter les gens en même temps. Donc, l'idée, c'est vraiment les 10 piliers. C'est le cahier des charges type, hein, ce qu'il vous faut pour cette gestion de crise. Donc, le premier pilier, ça va être un système de communication indépendant du SI. Donc, on peut voir que quand on a différents incidents qui peuvent provoquer une perte ou un blocage du SI de l'entreprise, il y a des incidents qui vont être de type endogène, donc ça va être une cyberattaque, un incendie en interne ou une panne, ou exogène, donc en dehors des murs, donc catastrophe naturelle par exemple. Donc, dans ce cas, vous perdez en fait tous les moyens de communication. Teams et vos mails. Et l'idée, c'est vraiment d'avoir une continuité d'activité et donc de pouvoir avoir, par exemple, des solutions comme les nôtres, des solutions qui vont être en mode SaaS et qui vont permettre de maintenir des moyens de communication, d'assurer vraiment la continuité d'activité. On a pu le voir lors de précédents webinaires, par exemple, d'Aura ou NIS2, on est dans ce cadre-là, et sécuriser les informations. Et donc, l'importance, en fait, c'est justement cette redondance. Et la redondance, c'est une pratique clé en gestion de crise. Donc, c'est d'avoir des moyens de communication alternatifs qui garantissent d'avoir toujours une méthode de repli en cas voilà, de défaillance du système principal. Et donc, une fois que votre système d'information est décorrélé et que vous êtes sûr d'avoir un système qui est redondant, il faut ensuite mettre en place un plan de gestion de crise. Donc, le plan de gestion de crise va vous permettre de pouvoir déjà, dans un premier temps, identifier les différentes crises que vous allez pouvoir rencontrer et identifier une marche à suivre, donc un process pour pouvoir réagir efficacement face à une crise. Donc, ce process va vous permettre en fait de vous préparer et d'être réactif encore plus efficacement, notamment donc d'identifier et évaluer les risques potentiels avant qu'ils surviennent, déployer des actions précises et bien coordonnées dès le début d'une crise, donc ce qui permet de minimiser les dommages, de réduire les risques pour les employés, les clients et éventuellement les actifs physiques de l'entreprise. Ce qui permet du coup d'assurer un retour à la normale rapidement. Il est important également d'assurer une communication efficace, donc claire et rapide, que ça soit avec toutes les parties prenantes, donc internes comme externes. Et ça permet également de gérer efficacement la réputation. Puisque lors d'une situation de crise, il faut pouvoir communiquer efficacement et éventuellement supprimer les éventuels risques qui pourraient en découdre d'une situation de crise. Et ça permet du coup de s'améliorer continuellement, donc de réaliser des analyses post-crise pour identifier du coup les points améliorés, renforcer les plans de gestion de crise, se former régulièrement, identifier du coup les risques, se former pendant le processus et à la fin réaliser un rétex. Et ça permet du coup éventuellement d'avoir un avantage compétitif puisque les clients et les partenaires seront au courant que même en cas de situation de crise, vous pourrez réagir efficacement. Donc, du plan de gestion de crise découlent différents documents. Le premier, ce sont les fiches réflexes dont va vous parler Pierre.
Donc les fiches réflexes, donc c'est le troisième point. Donc ça regroupe l'ensemble des gestes et des actions et des conduites à mener dans le cas précis d'urgence. Donc on parlait justement des crises endogènes ou exogènes. En fonction de la typologie des crises, mais également des situations qui vont être propres à l'entreprise, on a autant de fiches réflexes qu'il y a d'entreprises. On a un canevas qui va être commun, mais malgré tout, on a des choses qui s'adaptent à chacune des entreprises. Donc c'est l'entreprise, dans sa gestion de risque et dans l'anticipation de ses scénarios, qui va mettre en place l'ensemble de ces fiches réflexes. Voilà, on peut avoir par type de crise, par exemple, la découverte d'un colis suspect, un acte à caractère terroriste, une cyberattaque, des intrusions. Donc vraiment sur les trois pans, sûreté, sécurité, cyber, en définitive. Donc, la fiche réflexe, vous êtes vraiment en fait dans la création de fiches en fonction de votre crise et la communication qui en découle. Donc, informer les personnes et les bonnes personnes, donc par typologie ou catégorie d'intervention, et former chacun en fait qui est acteur de la crise à sa fiche et bien entendu savoir où les trouver. Alors, savoir où les trouver. Historiquement, on va avoir des classeurs rouges dans lesquels on va trouver l'ensemble des fiches réflexes et des fiches actions dont va parler Amaury dans le prochain slide. Mais nous, on peut proposer cette bibliothèque documentaire où on va trouver l'ensemble de ces fiches et toujours avoir des mises à jour régulières de ces fiches justement sur l'évolution de celle-ci et des rôles de chacun. Et c'est comme ça qu'on va être prêt et en capacité de répondre justement à une crise et de dérouler les plans associés. Comme vient de le dire Pierre, après les fiches réflexes, place aux fiches d'action. Donc les fiches d'action sont un élément crucial dans la gestion de crise, puisqu'elles permettent d'offrir des directives claires et précises à chaque membre de la cellule de crise. Donc en général, elles résultent des fiches réflexes et permettent aux équipes, donc à chaque membre de cellule de crise ou chaque service qui sont dans la cellule de crise, d'avoir une vue détaillée sur les tâches à réaliser. Donc tout d'abord, ça va permettre une responsabilisation des équipes. Donc les équipes seront clairement au courant des tâches et de l'ensemble des actions qu'elles vont devoir réaliser. Donc toutes les personnes présentes dans la cellule de crise sachent vraiment exactement ce qu'elles doivent réaliser. Ça permet également d'avoir une coordination efficace entre les différentes équipes, puisque chaque équipe sait exactement ce qu'elle doit faire, et du coup, ça évite, on va dire, de la communication superflue. Ça permet également d'avoir une tâche spécifique à une personne ou à un groupe de personnes, donc éventuellement un service également. Chaque tâche va être assignée à une personne ou un groupe, et ça permet de clarifier les attentes et s'assurer que toutes les actions nécessaires soient couvertes. Il va y avoir également la priorisation des tâches, donc dans un ordre précis. Donc savoir les tâches qui vont être les plus urgentes, les tâches qui peuvent être réalisées par la suite. Donc ça permet de s'organiser, d'avoir une gestion du temps optimale et également de réduire le stress, puisque forcément, lors d'une situation de crise, une situation réelle, j'entends, forcément, il va y avoir le facteur stress. Donc si les équipes ne sont pas au courant ou ne savent pas exactement ce qu'elles doivent réaliser, ça va empêcher de pouvoir gérer la crise efficacement. Et il faut assurer la bonne réalisation de chaque tâche. Donc déjà, contrôler que toutes les tâches soient réalisées. Ça permet de savoir que cette tâche-là a été faite par un autre service sans pouvoir lui demander spécifiquement est-ce que vous avez bien réalisé cette tâche-là, et d'avoir un retour d'information structuré. Donc identifier les points améliorés pour des réponses futures plus efficaces. Donc on va dire en finale, l'avantage des fiches d'action, c'est déjà une clarté des tâches à réaliser, une réactivité accrue, une responsabilité suivant les équipes ou des personnes, d'éviter des communications superflues, puisque chaque personne sait exactement ce qu'elle doit réaliser, réduire les erreurs, puisque vous savez exactement toutes les tâches qui sont à réaliser, donc il n'y a pas de possibilité d'en oublier.
et le suivi et le contrôle des tâches qui sont faites en temps réel grâce à la main courante qu'on va voir juste après. Et s'adapter, bien évidemment, au niveau de la situation actuelle, puisque chaque fiche d'action va être dédiée à une situation de crise. Donc, c'est important de pouvoir les ajuster en fonction de la situation. Et on continue dans la logique de découlement. Donc, après les fiches d'action, il faut pouvoir mobiliser sa cellule de crise. Donc, forcément, chaque entreprise se doit d'avoir une cellule de crise. Une cellule de crise par type d'incident également. On n'a pas forcément les mêmes acteurs. On peut avoir les CIO, des RPCA par exemple, des CISO, on va retrouver l'ensemble des acteurs, à peu près les mêmes forcément, mais ensuite selon la typologie de l'incident, on va positionner telle ou telle personne et spécialiste au sein de la cellule de crise. Donc la cellule de crise, en fait, elle centralise la gestion et la coordination des actions pendant une crise. Et j'en parlais, l'idée, c'est de rassembler en fait les responsables clés et permettre une prise de décision rapide et cohérente. Donc cette coordination efficace en fait évite la redondance d'action et structure justement la réponse. Donc le premier point, c'est d'avoir justement les coordonnées à jour pour mobiliser cette cellule de crise. Et au-delà de la mobilisation de la cellule de crise, les coordonnées à jour permettent aussi une diffusion efficace du message au sein de l'organisation. Donc dans un premier temps, dans le cadre de la mobilisation de cellule de crise, ça permet d'avoir une réunion sans délai, avec également des moyens à disposition, des moyens de mobilisation. La vidéoconférence, on n'est plus dans le cadre d'une gestion de crise par tableau noir où 100% des acteurs sont présents. On peut se retrouver dans le cadre de vidéoconférence et montrer qu'on est en confidentialité et seule personne présente dans une pièce. Le deuxième point, c'est la définition des rôles. Donc la cellule de crise, en fait, donc, qui coordonne les actions, c'est cette fameuse réunion d'experts métiers qui permet d'avoir des prises de décision qui sont rapides et qui sont adaptées justement parce qu'on a les experts métiers autour de la table. Et le troisième point, c'est cette fameuse mise à disposition d'outils. Donc, l'idée d'avoir une cellule de crise en collaboration sur des outils qui soient structurés et structurants et qui permettent d'avoir justement une réponse adaptée et rapide à chacune des crises et des cas de crise, de par justement les points précédents, la gestion des fiches réflexes, la gestion des fiches actions et la structuration de la réponse à cette crise. Donc, nous avons déjà vu les 5 premiers piliers que l'on peut considérer comme essentiels. Et les 5 autres peuvent être qualifiés comme des piliers facilitateurs lors de vos gestions de crise. Donc, par exemple, l'automatisation de la main courante. Donc déjà, tout d'abord, une main courante, c'est une trace objective des événements, donc des personnes impliquées, des décisions prises, des tâches réalisées suite à un événement. Et cette main courante doit être remplie au fil des événements, donc de manière chronologique. L'avantage d'automatiser sa main courante, le principal avantage, c'est que vous allez déjà, dans un premier temps, éviter tout d'abord, on va dire, des tâches redondantes. Pouvoir avoir des personnes qui soient dédiées directement à d'autres sujets. Donc, ça réduit les risques d'erreurs de saisie qui sont très souvent, malheureusement, présentes dans des processus manuels. Ça permet également que toutes les données soient uniformes et structurées. Donc, ça permet également d'avoir une meilleure analyse, une meilleure interprétation à la suite de la crise. Ça permet d'avoir un gain de temps. Donc, ça automatise la collecte, le traitement et la distribution des informations, permettant aux équipes de se concentrer sur des tâches stratégiques. Ça accélère la prise de décision en fournissant des informations en temps réel. Ça possède également une meilleure traçabilité et transparence. Donc, ça enregistre automatiquement toutes les actions et les décisions prises, créant un historique détaillé et fiable. Et in fine, ça facilite les audits post-crise en fournissant une documentation complète et précise des événements et des réponses. Et ça permet également d'avoir un flux continuellement
au niveau des tâches réalisées. Donc, une meilleure coordination, une collaboration améliorée au niveau des équipes, puisque toutes les parties prenantes de la gestion de crise auront une main courante automatisée et sauront précisément quelles sont les tâches réalisées avec d'autres services ou d'autres membres de la cellule de crise. Et ça permet éventuellement d'avoir également une visibilité globale. Si jamais des personnes externes doivent être dans la cellule de crise, simplement en tant que qu'auditeur, donc simplement voir un petit peu comment se gère la situation de crise, ça va permettre d'avoir une visibilité d'ensemble. Et du coup, ça permet également de supprimer la partie communication, donc demander aux personnes si les tâches ont bien été réalisées. Et en dernier lieu, une main courante automatique doit être conforme aux réglementations, donc respecter les normes d'audit notamment, et assurer que la documentation est complète et conforme aux exigences légales. Et donc, on continue avec la checklist de crise qui vous permet de faciliter votre gestion. Dans cette checklist de crise, on va retrouver 3 phases, donc en amont de la crise, pendant la crise et après la crise sur le retour à la normale. Donc, avant la crise, l'idée c'est vraiment de préparer justement c'est votre gestion de risque, l'ensemble des scénarios qui sont associés. Donc, c'est préparer les détails et gagner du temps. On est dans un cadre justement d'action et de crise. C'est comment est-ce que je peux immédiatement y répondre en ayant justement prévu et structuré ma réponse et en ayant uniquement, alors c'est vulgairement, je dis souvent, c'est juste cliquer sur un bouton et actionner la gestion de crise et prévenir l'ensemble des acteurs ou mobiliser la cellule de crise. Donc c'est justement en ayant coordonner et planifier cette action dans le cadre de la crise, l'incident et la cellule de crise associée, par exemple. Et pendant la crise, c'est exploiter les plans de contingence qui soient existants et le mieux possible. Donc c'est justement cette structure et ce fil d'Ariane qui va avoir été créé en amont, qui va donner l'ensemble des tâches à chacun et l'ensemble des rôles et l'ensemble des tâches à effectuer à chacun. Donc une action 1, une action 2, une action 3, et on ne va pas se perdre dans cette gestion d'événements en se disant qu'est-ce que je dois faire, qui est-ce que je dois prévenir, qui est-ce que je dois réunir et mettre autour de la table. Justement, on a anticipé l'ensemble de ces scénarios et on déroule un scénario en fait et un exercice qu'on aura pu répéter par exemple en amont et qui permet d'avoir une fin de crise le plus rapide possible et un retour à la normale. Et on le dit, restaurer la confiance et tirer des enseignements de la situation. Donc c'est cette notion justement de prendre du recul sur ce qui s'est passé et de regarder si on l'a bien travaillé, anticiper, travailler sur le moment et savoir juger de justement la réponse et la bonne réponse, oui, non, à ce moment-là. Et un autre outil qui vous permet d'être efficient, c'est d'avoir un système de vidéoconférence. Donc, on peut voir toutes les équipes F24, excepté Pierre, malheureusement, dans l'exemple de la visioconférence. Donc, ce qui est important pour avoir un système de visio, c'est déjà tout d'abord une continuité des communications. C'est important d'avoir un système de visio qui est décorrélé des infrastructures actuelles, puisque comme ça, si jamais vos infrastructures internes sont compromises, ça vous permet de maintenir une communication avec les équipes et de pouvoir maintenir des réunions, donc soit des points d'équipe, soit des échanges en temps réel, ce qui est crucial pour la gestion d'une crise. Il faut également que ce système de visioconférence soit facilement accessible. Donc, les membres de l'équipe de crise peuvent se connecter n'importe où, n'importe quel moment, même s'ils n'ont pas accès à un réseau interne. Donc, c'est idéal pour le personnel en déplacement ou travaillant à distance, puisque avec l'essor du télétravail notamment, il est important de pouvoir maintenir une communication même en temps de crise. Et également de ne pas avoir d'installation de logiciels supplémentaires, donc ce qui permet d'être encore plus efficace et de rejoindre une visioconférence plus rapidement. Ça permet aussi d'avoir une sécurité supplémentaire, donc en cas de cyberattaque,
le système de visioconférence externe reste opérationnel. Donc, ça permet de maintenir une communication régulière. Également de réduire les coûts, puisque, bien évidemment, si vous avez un système de visioconférence à droite, une autre solution à gauche, etc., vous allez avoir différents fournisseurs, ce qui peut être embêtant déjà pour pouvoir gérer une crise, mais également un coût vraiment élevé. Donc, tout centralisé au même endroit permet d'avoir une seule et unique solution, une accessibilité beaucoup plus simple, et ça permet aux équipes de pouvoir se focaliser sur la gestion de crise. Donc, se concentrer, on va dire, sur l'essentiel, donc plutôt que sur les aspects techniques, donc savoir où trouver des documents, où se connecter, etc., etc. Et donc, après tous ces piliers, c'est bien de les mettre en place, mais la clé reste l'anticipation et la préparation. Et donc, pour ça, il faut s'entraîner. Donc s'entraîner, on n'a pas illustré avec des athlètes des Jeux Olympiques cette notion d'entraînement, mais on a repris une slide précédemment présentée, si vous étiez présent, c'est le rapport BCI en fait. Donc c'est F24 est partenaire de ce rapport. Et c'est un rapport annuel sur la gestion de crise et les bonnes pratiques. Donc, la mise en avant justement de la formation et des exercices qui sont un moyen d'intégrer en fait les pratiques de continuité d'activité au sein de l'organisation et de valider l'ensemble des plans et la structure et les procédures de réponse qui permettent justement cette résilience à l'organisation dans un cadre de gestion de crise. Donc, l'importance de la formation du personnel à des exercices, voilà, c'est vraiment prépondéral. Et c'est justement cette question, c'est à quelle fréquence mettez-vous en place des exercices et des formations. Donc, on avait pu voir et on l'avait présenté, c'est que il y avait une accélération de ces formations et exercices avec des chiffres qui sont de plus en plus importants. Et c'est la prise de conscience et la maturité de l'ensemble des entreprises face à ces exercices et à la crise et la nécessité de savoir y répondre. Donc auparavant, c'était la plupart du temps une fois par an. Mais on peut voir que les fréquences de formation ont augmenté sur cette année, donc 28,7% des organisations qui proposent désormais des formations tous les 3 mois ou plus fréquemment, 48% tous les 6 mois ou plus fréquemment. Donc justement, le cumul de ces 28 et 48%, on peut voir justement que ces chiffres augmentent. Et la présence et votre présence aujourd'hui montrent l'intérêt à ce sujet et cette importance pour l'entreprise de pouvoir gérer ces crises. Et enfin, une fois que vous êtes entraîné, il faut faire des rétex, donc retour d'expérience, en 2 étapes que va vous présenter Amaury. Donc déjà, voilà, les retours d'expérience rétex après une crise offrent de nombreux avantages cruciaux donc pour renforcer la résilience organisationnelle et améliorer les procédures de gestion de crise. Donc, il est important de les réaliser à chaud, bien évidemment, mais également à froid. Tout d'abord, identifier ce qui n'a pas fonctionné et comprendre pourquoi, mais également identifier ce qui a bien fonctionné et de les mettre en avant pour les prochaines situations de crise. Ça permet d'avoir une amélioration continue, donc mettre à jour régulièrement les protocoles, d'en tirer des leçons régulièrement sur ce qui a fonctionné ou ce qui n'a pas fonctionné, de développer les compétences, donc les compétences des équipes, une meilleure réactivité, une meilleure coordination, etc. D'être d'autant plus préparé pour les futures crises. Donc en analysant les crises passées, les équipes pourront être de plus en plus préparées et sauront précisément les tâches qu'elles doivent réaliser, comment et pourquoi. Ça permet également d'avoir une amélioration de la communication, puisque en identifiant les faiblesses dans la communication interne et externe, vous pourrez mettre en place des actions correctives pour avoir une meilleure coordination. Également, une optimisation des ressources. Donc, ça permet de revoir l'utilisation des ressources pendant la crise et de les optimiser justement pour les crises futures. Et en dernier lieu, ce qui est important, c'est d'avoir une documentation et traçabilité des différentes tâches et des différentes actions qui ont été réalisées
Donc, archiver avoir un système de main courant, par exemple, pour savoir précisément ce qui a été réalisé et pouvoir mettre des actions correctives, mais également des systèmes, par exemple, si jamais vous déclenchez une alerte, savoir quelles sont les personnes qui ont répondu, le délai de réponse, etc. Et également le système de communication. Donc, si vous avez un système de chat, par exemple, savoir précisément quels ont été les échanges et quelles ont été les tâches qui ont été réalisées suite à ces échanges. Et en dernier lieu, pour certaines organisations, les rétextes peuvent être utilisés comme preuve dans des processus d'audit pour obtenir certaines certifications. Donc, c'est important hein, pour certaines organisations. Donc, en dernier lieu, il est important de réaliser ces rétextes à chaud comme à froid, puisque à chaud, bien évidemment, il y aura certaines informations qui ne seront plus là à froid et inversement, et de savoir précisément quels ont été les points forts et les faiblesses de la gestion d'une crise. Et pour ces Pierre, trois si tu dernières veux. minutes, donc, on va vous proposer un petit fil rouge de suivi jusqu'à septembre, si vous le souhaitez, parce que là, on est sur une période de 3 mois, une période de vacances. Et c'est également un petit peu les soldes en ce moment. Donc, on va vous proposer, si vous êtes intéressé par nos solutions, 10% de remise, en fait, de par votre présence aujourd'hui sur nos produits dans le cadre d'un contrat signé d'ici au 30 septembre 2024. Voilà, donc c'est la bonne nouvelle du jour si vous souhaitez nous suivre pendant cette période de vacances. Et toujours pour nous suivre, vous pouvez suivre du coup la page LinkedIn F24 France où nous continuerons de publier les actualités en lien avec la gestion de crise, à la fois à l'échelle française, donc avec les Jeux Olympiques et Paralympiques qui vont arriver, mais également à l'échelle internationale. Donc voilà, plein de ressources pour vous renforcer dans votre gestion de crise.